Hey, moi c'est Micha et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Guimauve Grillé. Je suis photographe, vidéaste et surtout une grande curieuse. Poussée par ma soif d'aventure et de liberté, je parcours à présent les routes de France et d'Europe à plein temps avec mon chéri et mes 2 chats dans Rudolf, un fourgon aménagé de nos petites mains. Vagabond du dimanche, touriste à plein temps, punk à chat ou encore Bobo Van Lifer, notre nouveau mode de vie génère autant de petits surnoms que de fantasmes et d'interrogations. Alors seul, accompagné de mon chéri Chris ou de nos chouettes invités rencontrés sur les routes, chaque épisode lève le voile sur une facette de notre quotidien, nos réflexions et partages au fil du chemin, ou une simple petite tranche de vie nomade. Alors installez-vous confortablement avec nous au coin du feu, et c'est parti pour une nouvelle dégustation de Guimauve Grillé. Quit. À partir de maintenant, tout sera retenu contre vous. Est-ce qu'on s'entend? One, two. Gardium Leviosa. On est dans le thème. On est dans le thème, on est bon. Bon alors aujourd'hui, on se retrouve avec... On se retrouve avec un couple de Van Lifer qu'on a rencontré pour le petit contexte par pur hasard sur un spot à Strasbourg il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Ils rentraient tout juste de Tour d'Europe et là on se retrouve aujourd'hui à Glasgow avec eux. J'allais encore dire Galway. Et ils sont repartis pour une nouvelle aventure, mais on les laissera bien sûr en parler davantage. Mais avant, est-ce que vous, histoire de vous présenter un peu à notre communauté qui ne vous connaît pas, peut-être pas, peut-être qu'ils vous ont déjà vu passer sur Instagram. Comment vous pourriez vous présenter rapidement en quelques mots à des gens qui n'ont jamais un exercice facile? Non, pas du tout. Bonjour tout le monde. Nous, Arnaud et Émilie, on a 2 enfants, Joanne et Léa. Donc voilà, on est une petite famille de 4 dans un fourgon Renault Master. Et donc on est reparti pour un tour. Voilà, c'est pour un tour d'Europe du coup de l'Ouest ce coup-ci. Et donc là, on est Grande-Bretagne, et ensuite on va redescendre sur la France, Portugal et Espagne. Et Maroc. Sachant que le reste de l'Europe, vous l'aviez fait la dernière fois qu'on s'est croisés finalement. La dernière fois, on a fait un plus grand trajet. Là, on va faire un plus petit, plus cool, on va dire. Moins de pays, prendre le temps. Là. Donc pour le petit contexte, on est à l'heure actuelle près d'un petit parc à Glasgow, toujours. En fait, du coup, maintenant, c'est fini. Vu que j'ai le doute à chaque fois, je vais bugger tout le temps. On est en périphérie de la ville et on s'est réfugié à l'intérieur de leur fourgon parce qu'il est aménagé de façon à ce qu'on puisse être posé à 4 autour d'une table. C'est très cool. Et les enfants, ils jouent sur leur lit superposé à l'arrière de leur fourgon, donc c'est très sympa. Vous aurez un mini aperçu normalement de leur van sur un vlog sur notre chaîne Les Carnets du Cerf-Blanc si jamais vous êtes curieux. Et justement, avant de parler un peu plus de... Par quoi on commence? Il y a beaucoup trop de questions à vous poser en vrai. Avant de parler plus en détail de ce que vous avez précisément en fourgon, de votre projet actuel et tout ça, quelle a été votre première expérience en fourgon aménagé? Enfin, comment vous en êtes venu à voyager en famille en fourgon aménagé? Ou peut-être que vous avez commencé d'ailleurs avant d'être en famille, je sais pas. Ouais, en fait, le déclencheur, je pense que on est parti un été avec Joanne, donc c'est notre grand garçon. Oui. On voulait aller en Croatie, on savait pas si on voulait prendre l'avion, enfin voilà, on savait pas trop comment s'y prendre. Et finalement, on est parti avec notre mini voiture jusqu'en Croatie. On a fait un petit tour comme ça. Croatie, Italie. Voilà, à l'époque, on louait des Airbnb et tout ça, et du coup, c'était vraiment notre premier gros road trip, on va dire. Ouais, en voiture, avec logement. Et on a réitéré quand Léa est née, quand elle avait 2 ans finalement, avec l'Espagne et le Portugal. Avec le même délire et tout, mais finalement avec 2 enfants, quand on est en voiture tous les 3 jours, on fait les valises, on défait les valises, il y a le logement, il y a les contraintes, on a senti que c'était quand même plus épuisant, quoi. Parce qu'il y a quand même, c'est toujours des courts séjours, donc c'est pas pareil, quoi. Et je sais plus comment on en est venu après au véhicule, c'est peut-être toi qui avais vu des... Ouais, on a commencé à voir des familles, d'autres familles du coup sur les réseaux, sur YouTube, je pense. Et du coup, on a commencé à se poser la question, pourquoi pas nous, quoi? Pourquoi on se lancerait pas dans un délire comme ça? Au début, on s'était dit 6 mois, avec un van et genre tente de toi. Puis après, on s'est dit non, à 4, ça va pas aller. Puis on s'est dit, bon, quitte à partir 6 mois, autant partir 1 an. Au moins, il faut une année d'école, on va dire, entière, en instruction en famille. C'est plus simple aussi qu'en plein milieu de l'année. Tout était plus simple. Puis on s'est dit, on aura le temps, quoi. Parce que 6 mois, on a croisé des familles qui ont fait 6 mois, c'est très court, finalement. Déjà, 1 an, c'est court. Donc 6 moa. Vous vous êtes dit, ok, donc on part sur un fourgon aménagé, et quitte à partir sur un fourgon aménagé, on part avec le voyage d'1 an qui va avec, quoi. Et, donc, ce fourgon-là, vous l'avez vraiment acheté, du coup, pour le premier
tour d'Europe dans 1 an, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Ça, ouais. On l'a acheté 2 ans avant. On l'a acheté 2 ans avant. Au début, on devait partir en 2021, je pense, le projet. C'était ça au début. Et comme il y a eu l'histoire du Covid et du confinement, on n'avait pas trop envie de partir en 2021. On s'est dit, ça va être peut-être tendu encore. Donc, on a reculé d'1 an. En disant, on attend 2022 pour être sûr. On a bien fait. Et du coup, pendant ces 2 années où on l'a acheté, on a vraiment beaucoup utilisé. On faisait tous les week-ends, toutes les vacances. Et on a vraiment commencé aussi à adorer ce mode de voyage aussi en tant que tel, quoi. Ouais, donc vous avez crash testé avant. On a pas testé avant d'acheter, quoi. Ah oui. On a acheté sans connaître du tout le mode de vie. On s'est dit, ça va le faire. Bon, ça l'a fait. Ouais, avec le recul, on aurait pu quand même au moins louer une petite semaine. Je pense qu'à l'époque, c'était peut-être encore un peu compliqué de louer des véhicules. Je pense que c'était vraiment depuis ces 2-3 dernières années où les locations de fourgons aménagés a dû vraiment augmenter. C'est moins visible en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on en voit partout des véhicules de location. Ça a explosé. Donc vous l'avez pas aménagé vous-même, vous l'avez acheté déjà aménagé, c'est ça? Le plan d'origine, c'était, on devait acheter un fourgon nu et l'aménager. Mais en fait, c'est pareil. Heureusement qu'on est tombé sur cette occasion parce que j'avais ni le temps, ni l'énergie, même au niveau financier, je pense que c'était moins cher de l'acheter tout fait que... Si on voulait vraiment qu'il soit VASP, tout ça, mine de rien, ça prend du temps, faut avoir les connaissances derrière. Là, le fait de voir comment c'est fait, déjà, je pense derrière, si on devait un jour aménager quelque chose, on aurait plus une vision, déjà. Ce qui nous a vraiment fait changer la vie, là où on s'est dit, on va pas l'aménager, c'est qu'on a regardé, pour avoir les 2 sièges homologués à l'arrière pour les enfants. C'est ça, oui. Il fallait passer par un installateur agréé, c'était 5 000 €. On se dit. Voire plus que ça, je crois. Ouais. C'était très cher, quoi. Donc, du coup, on a commencé à regarder les annonces, on s'est dit, celui-là, c'est pas si cher que ça. Ça rentrait un peu dans notre budget, quoi. Et qu'est-ce qui vous a fait craquer sur celui-là plus qu'un autre? Celui-là, c'est vraiment l'aménagement, quoi, de suite. Ouais, en fait, on n'a pas visité tant que ça, je pense. On en a vu 2 avant, 1 ou 2. 2, ouais. Peut-être 2. Non, on en a vu qu'un, mais mais c'est un tout petit. Mais je suis rentrée dedans, de suite, j'ai vu que c'était trop petit. Enfin, Arnaud, il a testé, il a voulu regarder quand même, faire un petit tour, mais dans ma tête, c'était non, mais de toute façon, c'est sûr, c'est pas ça. Alors que celui-là, quand on est rentré dedans, de suite, je l'ai vu, il a ouvert les portes, j'ai dit non, mais c'est sûr, c'est celui-là, quoi. Ouais, surtout, c'est les 2 lits, les 2 espaces enfants derrière. Les 2 espaces enfants. On voulait leur petit coin aussi à eux. Voilà. Oui, on s'est dit ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, du coup, sur 1 an, on voulait qu'ils aient un peu leur repère. Et si on avait eu un plus petit véhicule ou si on était parti sur un autre mode de voyage, c'est plus compliqué, je pense, à gérer. Et là, c'est vrai que pour être, on est 6 actuellement dans votre fourgon et on dirait pas. Enfin, je veux dire, il y a de la place de fou, quoi. Si on était 6 dans le nôtre, ça se sentirait. Oui, ça serait pas le même délire, ouais. Histoire de donner un peu de contexte, du coup, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est un Renault Master L2H2, c'est ça? Exactement, ouais. Donc Renault Master L2H2, donc techniquement c'est le même gabarit que le nôtre, vu que l'aménagement est complètement différent, forcément il y a une autre place et forcément c'est plus adapté aussi avec les enfants, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi, c'est les sièges de devant qui se tournent. Ça permet vraiment de gagner tout cet espace, de faire vraiment un petit salon, quoi, devant. Et est-ce que justement ce véhicule, vu que vous l'avez crash testé déjà de maintes reprises avant votre grand départ, puis après pendant plus d'1 an, puis là encore à nouveau en gros voyage. Est-ce que, j'imagine que si vous êtes reparti avec, c'est que il vous convient toujours? Oui. Niveau taille, ouais, c'est quand même pratique, ne serait-ce que pour traverser des petits villages, se garer en ville, même sur des petits parkings, on n'a pas l'impression de déranger. Je me dis, si on avait plus gros, certainement qu'on se sentirait pas d'aller sur certaines routes ou certains parkings, qu'on oserait moins. On aurait plus l'impression de gêner, alors que là, on se considère un peu plus comme un petit véhicule. C'est plus facile, quoi. Ouais, chercher vraiment quelque chose de discret. Oui, c'est ça. On n'aime pas s'étaler, même sur les espaces comme ça, on sort pas les chaises et les tables. Et ce format nous plaisait parce que c'est un peu plus discret. On voit qu'on est un fourgon aménagé dans tous les cas, mais on n'est pas un camping-car et peut-être une autre vision sur le véhicule, quoi. On va parler après de tous vos voyages et de comment ça se passe de voyager aussi avec des enfants, etc. Mais juste pour finir sur le véhicule, parce que je sais que les gens ils posent tout le temps des questions sur les véhicules aménagés et tout ça. Les 2-3 points préférés de votre véhicule et les 2-3 points peut-être à refaire, peut-être que vous feriez différemment. Ce que vous préférez, ce que vous aimez le moins, en gros. Ouais, préféré, c'est vraiment, je pense, c'est ce salon, là, c'est cet espace un petit peu central. Oui. Qui est, on est tout le temps là au final. C'est là où on joue, où on mange, où ils font l'école, etc., etc. Les enfants, c'est leurs petits espaces derrière, où on a aménagé des petits rangements avec une petite tablette pour qu'ils puissent jouer. Donc ça, ils sont beaucoup aussi dans ces espaces. La petite salle de bain aussi, finalement, qui est pratique. Oui.
qui est assez pratique pour se laver, pour la toilette, les choses de la vie quotidienne, mais qui sont importantes aussi, surtout à 4, quoi. Le plus peut-être pénible, c'est de faire le lit tout le temps, quoi, le matin, le soir. On a pris l'habitude. Votre lit à vous, du coup. Ouais, c'est la contrepartie. Notre lit à nous, à déplier, c'est ça, quoi. Le salon est grand, enfin relativement grand, mais en contrepartie, il faut tout déplier. Ça dure au moins 10-15 minutes des fois pour faire le lit ou le refaire. Ça, c'est un gros point négatif. 10 minutes, quoi, même pas maintenant. Ça va vite. Ouais, c'est la routine. Ouais, c'est ça. Ouais, les autres points quand même un peu, mais ça c'est bon, c'est pas l'aménagement, mais c'est que il a été aménagé comme ça de toute façon, mais on est très bas. Les cuves d'eau grise, et la roue de secours sont sous le véhicule. En termes de hauteur, c'est ça. Et vraiment, des fois, les dodanes, c'est doucement, on touche très vite, Et là, en plus, la cuve, comme elle est vieille, a un peu bombé, ce qui est pas non plus. On a toujours peur un jour, là, quand ça me Après, est-ce que c'est une cuve en plastique ou est-ce que c'est, est-ce que vous avez un truc quand même qui protège potentiellement la cuve? C'est en plastique, Bon, c'est des gros plastiques durs, je pense, mais il y a rien qui protège. C'est que ça, ils l'ont mis bas, quoi. Et la roue de secours aussi, du coup. Bon, après, on l'a touché beaucoup de fois, elle a jamais explosé, donc on se dit, ça va passer les prochaines fois. Mais c'est vrai que là, des fois, sur les routes, nous-mêmes, on se rend pas forcément compte. Pourtant, on a assez de hauteur, mais il y a des fois, il y a certains dodanes ou trous nid de poule. Bon, on arrive dessus, ça tape un peu fort, on dit, on a tout qui brinle-balle un peu dedans, donc j'imagine tu prends des pistes ou des routes où il y a des trous partout, et là, tu sais plus où passer pour pas que ça touche. C'est ça aussi, c'est parce que des fois, en cherchant des spots un peu cool, on va dans des endroits... Ok, il y a un écureuil qui vient nous dire bonjour. On aime bien intégrer des parenthèses contexte sur notre podcast. Là, je pense que c'est la première fois qu'on a un écureuil qui vient à côté du van comme ça. En même temps, on est au Royaume-Uni. Voilà, c'est normal. C'est de la tradition. C'est normal. Et alors là, j'anticipe déjà la question qui va venir tout systématiquement, donc autant la poser. Donc vous êtes 2 avec des enfants, vous êtes déjà partis plus d'1 an, là vous repartez pour 1 an. Quelle est un peu votre organisation pour rendre tout ça possible? Parce que vous n'avez pas gagné au loto avant de partir. Donc, comment vous faites? C'était donc ça depuis le début. Il n'y a plus besoin du podcast, c'est bon. Déjà, on a loué l'appartement. Donc, ce qui fait que c'est comme il n'y avait plus de loyer. Puis vraiment, il y a quand même des budgets qu'on a en moins, quoi. Les enfants, ils mangent à la cantine, il y a tout ça, quoi. En plus, quand on est à l'appart, l'électricité, tout ça, ça coûte cher. Le voyage coûte bien moins cher que la le voyage coûte bien moins cher, c'est ça. Statique, enfin, moi, c'est ça. Ça, mais c'est non, l'appartement. mais oui, sédentaire, ça coûte bien moins cher, et toi, quand même, tu continues de travailler aussi. C'est ça. Donc, ça permet aussi, donc, je travaille qu'à mi-temps, parce que ça permet, de profiter aussi de... Enfin, qu'à mi-temps, mais avec un salaire quand même, oui, ça permet on pourrait partir même plus d'1 an, ça équilibre un petit peu les comptes, quoi. Tu travailles dans quoi? T'es à ton compte ou t'es en salarié? Non, je suis en game designer en freelance, donc je travaille pour d'autres clients principalement et pour Hachette, et ça me permet de... j'ai des contrats et ça marche bien parce que du coup, on n'a pas besoin de se parler tout le temps, on peut faire tout à distance, donc c'est quand même assez pratique comme boulot pour au travail comme ça. Ouais, tu peux organiser tes horaires un peu comme tu veux, peut-être, ou Ouais, c'est ça exactement. C'est moi qui gère. Moi j'ai juste des rendus, on va dire, et après ça, j'ai juste des dates à te dire. C'est un peu ça. Par contre, des fois, on se met des petits coups de stress parce que on a prévu des trucs, ça ne rentre pas dans mon agenda parce que peut-être des fois ça arrive que je prenne du retard, etc. Mais après on est ce qui est bien avec ce mode de voyage, c'est que l'on est très flexible. Donc si je dois bosser une journée de plus, je bosse une journée de plus, on décale un peu ce qu'on a prévu. Puis après pendant que tu bosses, moi je fais l'école, donc au moins chacun son poste. Et donc l'école à la maison avec les 2 loulous, donc ça se passe bien. Enfin, t'as déjà expérimenté sur plus d'1 an, là t'es reparti pour un tour. Franchement, ça se passe bien. Après, je fais pas avec le CNED, je sais que j'avais pas du tout envie de passer par un truc qui me dise comment faire, qui organise ma journée, qui me donne des contraintes. Donc, comme j'avais passé le concours de professeur des écoles quand même il y a plusieurs années, je me suis dit tant qu'à faire, puis j'ai plein de profs aussi autour de moi, dans mes potes, donc j'ai eu plein de conseils, des conseils de l'enseignante de Joanne sur la première année d'ailleurs, qui m'avait dit quel manuel prendre, quel livre. Donc je suis allée vraiment chercher les manuels des enseignants, sans passer par les gros manuels où ils expliquent comment enseigner dans une classe, parce qu'il n'y avait pas besoin de tout ça, mais au moins les cahiers d'élèves, tout ça. Pour accompagner. Après, on fait des recherches sur Internet s'il y a besoin aussi. Pour l'école primaire, il y a pas mal de choses sur Internet, des profs qui mettent des leçons en ligne, des exercices. Collège, un peu moins. Mais après, il y a des trucs comme l'émission C'est pas sorcier qui marche très bien. Ils adorent et ça, c'est super pour les sciences, pour l'histoire. Quand on visite des musées aussi, c'est l'occasion de reparler d'histoire et de sciences souvent. Mais dans l'ensemble, ça va, quoi. Bon, des fois, forcément, ils sont un peu dans le mauvais jour, ils sont un peu plus têtus, ils vont pas avoir envie.
Le grand a un plus, je pense, avec moi. Mais bon, dans l'ensemble, ils travaillent bien quand même. Puis ils avaient pas de difficultés quand on est parti. Donc on savait que les profs étaient confiants, on savait que ça allait bien se passer. L'année où vous êtes revenu, du coup, ils ont réintégré l'école ou t'es resté en école à la maison Du coup, j'ai repris le travail, moi, donc non, ils sont retournés à l'école. Ok. Et moi, j'appréhendais un peu, je me disais, si changer d'école, s'il n'y a plus de place dans la leur, et je me suis dit, bon, nouveaux copains, tout ça. Et en fait, Joanne s'est fait facilement des copains. La maîtresse m'a dit, il y a des super bons résultats, j'étais contente, parce qu'il y avait vraiment des bonnes bases en français et maths, et elle me disait, il s'en sort très bien. Ouais, ça validait un petit peu. Bon, Iléa, elle avait pris de l'avance, donc elle savait lire, donc elle était au CP, mais bon, voilà. Elle était au CP parce que je me suis dit, comme je ferai le CE1 après, je vais pas négocier pour qu'elle aille plus loin, elle fait le CP. Je sais qu'elle me l'a dit après coup, maman, je me suis un peu ennuyée des fois. On faisait que de la lecture. Elle était contente quand même, elle avait les copains. Et j'imagine ça vous a rassuré justement sur l'année que vous veniez de passer pour pouvoir repartir après un an sans trop de stress. Enfin, vous avez été un peu validé au final par cette année de retour tout s'est bien passé, on peut revenir et tout va bien quoi. Bah c'est ça. Puis quand on a reparlé aux enseignants de leur classe, ils ont dit mais je me fais pas de soucis, ça va aller, c'est super qu'ils fassent ça. On a donné envie à plein de parents. Du coup c'est là, vous avez de la chance de partir. Du coup vous avez fait 1 an de voyage, vous êtes rentré 1 an. Et est-ce qu'au moment où vous êtes rentré, vous étiez déjà dans l'optique de vous dire d'ici X temps on repart, ou est-ce que c'est en faisant l'année que vous êtes dit finalement on repartirait bien un peu et Ouais, moi c'était prévu. Même pas, au début c'était pas du tout prévu. Quand on est revenu, c'était prévu. Oui, quand on est revenu. Mais c'est un peu, on a commencé à en discuter un petit peu, peut-être un peu plus que la moitié du premier voyage. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment appréhendé le retour, à me dire ça va être le gros down et tout ça. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on ait un nouveau projet derrière. Pas forcément un voyage, mais un nouveau projet, un truc, pour se relancer et tout ça. Oui, Et du coup, rapidement, on s'est redit, on avait fait l'Est, c'était logique de faire l'Ouest. Au début, on avait dit 6 mois, quoi. Au début, on avait dit aux parents, on repartira 6 mois. On avait fait comme la première année. Et après, il y a eu plein de conditions, plein de choses qui se sont passées. Moi, en plus, je voulais passer mon CAP petite enfance pour changer de poste et tout. Donc, il y avait toute cette organisation derrière. Faire des stages sous mon temps personnel, etc. Ça devenait un peu compliqué. J'ai dit, puis finalement, autant repartir 1 an, prendre le temps. Et au moins, on fait, parce qu'on voulait faire la même chose en 6 mois que ce qu'on veut faire là, mais ça aurait été aussi intense que le premier. Ouais. Là, on se donne 1 an pour faire plus tranquille, aussi, donc ça c'est bien, quoi. Et faire les projets personnels, du coup, et revenir avec d'autres projets. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, un autre projet professionnel derrière aussi. Ouais, ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on part, avec ce genre de voyage qu'on oublie tous les projets derrière, enfin, surtout dans notre mode de fonctionnement, parce que moi, je continue à travailler, parce que c'est de nouveaux examens et tout ça. Voilà, ça n'empêche pas de continuer, on va dire, la vie classique avec des projets pro, ou etc., quoi. Il y a des choses qui sont un peu plus complexes, à mettre en place, mais Et on s'est dit, c'est maintenant aussi, parce que Joanne, c'est la 6e, après, il va avoir 12 ans, ça serait bien que, on soit posé, qu'il ait sa petite vie sociale aussi. Il va rentrer bien dans la préadolescence, il y aura l'adolescence, tout ça, donc, le côté social va aussi devenir important et ce serait bien pour lui qu'il retrouve aussi un cadre sédentaire, qu'il y ait des activités autour, qui est, en tout cas Montpellier, c'est quand même hyper dynamique, donc c'est agréable pour ça aussi, quoi. La 6e encore, c'est bien, quoi. 11 ans, c'est il était encore partant. On leur a demandé quand même, on leur a posé la question, c'était vraiment la condition, c'est est-ce que vous seriez partant pour partir 1 an? On s'est dit, faut que s'ils aient envie, on veut pas leur imposer un voyage trop long, quoi. Est-ce que en termes d'organisation, au final, c'est pas plus simple de se dire on part sur 1 an plutôt que de partir juste sur 6 mois? Enfin, peut-être qu'au niveau scolarité, pour les réinscrire ou ce genre de choses. C'est plus facile niveau scolarité et plus facile le fait de louer l'appartement aussi. 6 mois, on n'aurait pas pu louer 6 mois, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est pour tout plein de sujets. Pour tout plein de sujets, en fait, c'était plus simple. Okay. Et moi, pour la disponibilité, ils calculent mon temps de travail sur une année scolaire, donc eux, ils ont pas de calcul à faire. Sur combien qui doit combien d'heures. Mais c'est vrai que ça nous embêtait au final, on a réfléchi, on s'est dit de les remettre en plein milieu d'année sur une école et tout ça. Donc on s'est dit, il vaut mieux vraiment 1 an. En plus, on était content de repartir 1 an. Parce que finalement, alors on a fait le premier voyage, donc le second voyage était bien plus simple dans notre tête, on avait beaucoup moins de stress et tout ça. Mais finalement, il y a quand même beaucoup d'organisation. Et c'est la même organisation de partir 6 mois ou 1 an, quoi. Et tant qu'à faire, il vaut mieux partir sur du temps long que partir juste 6 mois. Entre votre premier voyage et ce second voyage, est-ce que vous avez senti que vous avez appris plein de choses que vous allez pouvoir utiliser pour le second ou en fait, on est, on va dire entre guillemets rodé, quoi. Enfin, on est parti sans appréhension. Le premier voyage, on avait beaucoup de questions en tête, notamment sur est-ce que ça va bien se passer l'école, est-ce que le boulot ça va bien se passer. Moi, j'avais des peurs bêtes, mais on allait être en Roumanie, Bulgarie en février, donc je me suis dit, on va être dans la neige et tout ça. Enfin, je m'imaginais plein de scénarios et tout ça.
Bref, il y a plein de sujets comme ça où on avait un petit peu d'appréhension et que finalement, en les faisant, tout s'est passé, quoi. Et voilà, presque on a eu plus de, enfin voilà, il y a eu des pannes, des trucs, mais voilà, au final on a trouvé des solutions sur tout et oui, on a toujours trouvé des solutions. Et du coup là le second, le moindre truc, même quand il y a un truc de santé et tout a été plus simple, presque plus simple qu'en France, parce que quand t'es étranger dans un pays, t'as quelque chose, finalement t'es vite pris en charge, t'es vite, c'est pas du tout le même, tout est plus simple en fait finalement, alors qu'on pense que ça va être plus compliqué des fois, ça l'est pas. Donc on s'est focalisé, on avait quand même beaucoup de préparation, administrative et tout ça, mais tout le reste c'était on repartait comme si rien n'était, quoi. Enfin voilà, c'était déjà réglé, on avait répondu un peu à toutes ces questions et tout ça, donc ça c'était beaucoup plus léger, quoi, ce nouveau départ. La préparation, on savait à quoi s'attendre. Ouais, on n'a pas non plus anticipé à 100%. Non, on n'a pas bien anticipé. On passe le leurrer. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, on devait donner les clés de l'appart, on était encore dans la course du dernier ménage, du dernier... à la fin du premier voyage, quand on s'est rencontrés, en fait, on avait plein de petits soucis, des fuites, des trucs, qu'on se retape maintenant, mais bref, ça c'est un autre sujet, mais du coup, pendant toute l'année, voilà, j'ai fait des petites réparations, des petites améliorations et tout ça, donc voilà, ça finalement, il y a eu beaucoup de préparation sur le fourgon. L'administratif, c'est toujours aussi lourd, enfin, c'est pas non plus lourd, mais il y a des choses à régler, quoi, on va dire. Tout à l'heure, j'ai cru vous entendre vaguement parler de prendre plus le temps sur ce second voyage aussi, enfin de voyager un peu plus lentement. Alors lentement, je pense que c'est raté, parce qu'on s'était dit on va peut-être faire plus lentement, mais en fait on n'arrive pas à tenir en place. Je pense qu'on a toujours envie de bouger, de voir des choses. On est pareil en vrai. Et par contre, on fait plus de choses dans un même pays du coup. La dernière fois, comme il y avait plus de pays, des fois c'était 2 semaines, 3 semaines, voire 10 jours, et on a moins le temps d'explorer le pays avec le même rythme, alors que là, on a vraiment pris le temps d'explorer plein de lieux en Angleterre finalement. Et l'objectif normalement, c'était on fait moins de pays. Donc on aura des temps un peu plus morts, qu'on va rester quelques jours sur le même spot et tout ça. C'est vrai que des fois les enfants râlent un peu. Oui, moi aujourd'hui on avait dit qu'on ferait rien. Nous on veut jouer. Alors, c'est vrai que des fois, par contre c'est un deal avec les enfants. Alors c'est nous qui gérons le truc. C'est nous qui organisons le truc. Mais à un moment donné on le sent que ils sont peut-être un peu fatigués. Ils ont peut-être envie de se poser un petit peu, de ralentir un peu le rythme, parce que c'est vrai que au final, on a des journées assez intenses. En général, la matinée, c'est dédié à l'école et moi au travail. Du coup, l'après-midi, on va faire notre visite, etc. Le soir, on roule un petit peu pour aller au spot suivant. Et les week-ends, donc on prend un peu, le week-end, on appelle ça des week-ends, mais on prend des jours dans la semaine, on va dire, parce qu'on n'a plus de notion de samedi, dimanche. En général, c'est des grosses sorties, quoi. Donc des fois, il faut aménager des petits temps de pause où on reste en place sans planifier quoi que ce soit, quoi. C'est ça. Et ils en ont plus besoin, j'ai l'impression, qu'au premier, encore plus demandeurs. Ouais. Au niveau des jeux, tout ça. Ouais, c'est ça. Il faut trouver l'équilibre. Il faut pas que, il faut que les enfants, ils s'y retrouvent aussi, qu'ils soient contents parce que de toute façon, si on tire trop, de toute façon, à un moment donné, vous l'avez vu hier à Glasgow, il a été un peu fatigué. Donc là, c'est notre petite fille, elle a 7 ans. Donc voilà, là, c'est qu'on avait peut-être un peu tiré un peu trop. Faut dire, vous avez enchaîné. Hier, on était à Glasgow, du coup, avec vous, mais les 2 précédents jours, vous étiez sur Édimbourg, c'est ça? C'est ça. Donc vous avez déjà fait 2 journées pleines de... on avait fait des demi-journées, mais on a fait une matinée école, et on mangeait, après on partait explorer la ville vers 13h jusqu'à fin de journée, donc du coup, forcément, ça faisait des bonnes journées, quoi. En plus, Ouais, c'est ça. Et encore, on avait pris quand même le bus pour aller au centre-ville, mais on marche quand même, en mine de rien. Justement, par rapport à ça, en termes d'organisation, est-ce que vous savez, entre guillemets, je suppose, de la quantité de marche qui va être possible avec les enfants? Est-ce que quand vous partez vous balader, vous vous dites, ok, faut pas qu'on fasse plus de tant de kilomètres ou d'heures de balade, ou c'est au final, au fur et à mesure, vous vous rendez compte de ce qu'il en est? C'est plus pour les randos, là, qu'on vérifie via les applications. Et encore, Eléa, elle peut aller, le plus qu'elle a fait, c'est 15 km sans trop de dénivelé, quand même. De façon générale, on va chercher des randos de 10 km avec pas un dénivelé immense. On en a fait dans les Dolomites avec quelques dénivelés. Oui, ça se fait. Et en Norvège, elle a fait quand même des montées comme Rennes, tout ça. Tu l'as un petit peu aidé à la fin, je crois. Je veux dire, en tout cas, on vérifie pour les randos, parce que ça peut être rapidement trop, quoi. Joanne, ça va. Joanne, il suit bien, quand même. Ouais. Joanne, en randonnée, par contre, il marche. Il fait des bonnes marches, Joanne. Après, ça dépend vraiment des enfants, quoi. Et après, en ville, il y a toujours la possibilité de prendre le bus, le tramway. Oui, quand on voit qu'à un moment donné, ils peuvent plus, on se dit, là, c'est bon, on lâche, on prend le bus ou le tramway ou le métro. On va faire 3 km de rentrée à pied, voilà. On s'économise un peu. Pas comme hier soir, voilà. Ça arrive. Et encore, au final, hier soir, sur la fin,
ça avait l'air... Ils étaient repartis, ils étaient repartis pour un tour, j'ai l'impression. C'est ça. Ils auraient pu en fait, quand ils jouent, tous les deux, qui sont partis dans leur jeu, des fois, ils se rendent même plus compte que ça marche. Ils sont très complices, ça marche bien. Cool. Mais non, ça va quand même. Dans l'ensemble, je trouve qu'ils suivent et ils marchent quand même. Puis de toute façon, c'est l'avantage. Si vous êtes à l'écoute de vos enfants, il y a un moment, vous savez aussi quand est-ce qu'il faut faire des pauses ou quand est-ce que vous pouvez y aller. Oui, c'est ça. Ouais, parce que des enfants, à un moment donné, ils sont fatigués, ils vont être énervés. C'est ça, nous aussi, à un moment donné, on est fatigués. Enfin, voilà, on n'a pas, on a juste envie de calmer le jeu et de se dire, allez, on fait une petite pause, ça va faire du bien à tout le monde, quoi. Et c'est là où c'est l'avantage dans votre fourgon, je trouve, avec l'espace salon, avec la grande table et tout. Enfin, vous avez de quoi vous faire des journées de pause tranquille au fourgon, même s'il fait moche, sans avoir à devoir trouver des cafés ou des trucs. J'ai l'impression que c'est un avantage, quoi. Oui, ça c'est bien parce que souvent c'est ce qu'on a fait l'autre fois quand on a eu la journée de pluie, qu'on a fait le parc national en Angleterre. Il y avait des super randonnées à faire, mais il a plu toute la journée. Et on s'était dit de toute façon l'idée c'est de se poser, quoi. Et au final, on s'est vraiment posé toute la journée, quoi. On n'a rien fait pendant. On était arrivé la veille, je crois d'ailleurs. On a dormi là et à la journée, nous on a fait quelques trucs à nous qu'on avait besoin de faire. On a trié nos photos du coup. Ça ne s'arrête jamais. C'est ça. En fait, nous c'était pas le plus fun, quoi. Les enfants étaient contents, ils ont joué. Nous on a passé un moment à trier les photos du mois d'août. On s'est fait avoir au premier voyage. On a fait ça à la fin. On s'est dit plus jamais, quoi. Là, vous faites ça au fur et à mesure. Voilà, chaque mois, c'est l'idée. Bravo. Vraiment, parce que moi j'ai des shootings, il y a des shootings perso. Quand c'est pour des clients, on dépile vite, mais quand c'est pour nous, on a des trucs qui traînent sur les disques durs aussi. Et c'est dur de rouvrir. Ouais, c'est ça. Les P-Adventures, c'est pareil. On a eu la même discussion. Il m'a dit, on a des trucs des États-Unis il y a 3 ans, mais pas encore déroché. Non, après, ce qui est bien aussi, là, c'est des fois aussi, on se retrouve les enfants sont derrière, on se retrouve aussi un peu tous les deux. Ça permet de souffler aussi, nous, tous les deux, quoi. La journée, on a fait ça quand même, on a fait nos trucs, mais après, le soir, on avait promis un jeu de société, à Johan dans la journée, et il était 17-18 ans, on a fait un jeu avec lui aussi, parce qu'on avait promis, c'est l'occasion, on fait un jeu, Johan adore les jeux de société, donc, ça, c'est le petit moment. Ouais, finalement, pareil, dans le premier voyage, on s'est dit, on va faire plein de trucs, comme ça, avec les enfants, passer beaucoup de temps ensemble, sur des jeux de société. On est tout le temps ensemble, ça, c'est pas le souci, mais sur des temps un peu comme ça, de jeux comme ça. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'avec le rythme, on rentre, on fait un peu de route, on fait à manger, ceci, cela. Et au final, le soir, on n'a plus d'énergie, quoi. C'est vraiment les temps qu'on décide de se calmer que, on va prendre plus de temps pour faire des jeux. Alors que dans la vie sédentaire, on regarde des séries Netflix tous les soirs. Voyage, on ne le fait plus, quoi. On regarde quelques trucs YouTube, on finit par s'endormir devant. Mais c'est chiant. Mine de rien, c'est un sacré rythme. Enfin, nous-mêmes, je vois, les jours où même on se dit, on ne fait pas grand chose, on a vite à bouger un peu, chercher les prochains spots, où est-ce qu'on va aller, etc., etc. Et puis en fait, à la fin de la journée, il est 21h, on commence à faire à manger parce qu'on a passé la journée un peu à bouger ou à faire le plein d'eau ou ce genre de choses. On a du mal à rester en place aussi, en vrai. Mais... Oui, c'est ça. Je pense que dans l'absolu, on pourrait avoir un rythme totalement différent, beaucoup plus tranquille. Mais comme vous, je pense qu'on a du mal à trop se poser, quoi. On a besoin de bouger, de faire des trucs. Plus, quand il y a l'école, le boulot, moi derrière, j'ai besoin derrière après de faire un truc, soit de me balader, de faire de visiter quelque chose, ou de changer d'air aussi. Mais par contre, cet équilibre est quand même cool parce que l'école et le boulot, c'est plus, on va dire, cérébral, c'est une fatigue mentale, on va dire. Et du coup, l'après-midi, ça va être plus une fatigue physique. Et du coup, le soir, on arrive, on est fatigué quand même un petit peu, mais c'est une bonne fatigue, quoi. On a des journées assez remplies. Moi, j'apprécie beaucoup ce rythme, quoi, au final. Assez diversifié, ouais. C'est cool que vous ayez dit de vous-même votre journée un peu type, parce que je pense que ça, c'est intéressant, de voir ça. Parce qu'au final, on n'est pas du tout la même routine qu'à Montpellier, qu'à Nantes. Mais en fait, on a recréé une routine, c'est parce qu'on a des enfants aussi, mais on a recréé des routines assez précises, même avec des heures de réveil et tout ça, pour mettre en place des petits rituels, quoi, qui nous permettent que ça roule, quoi. Ouais, j'avoue, je pense que c'est d'autant plus important, en effet, avec les enfants et le travail aussi en parallèle et tout, l'école, c'est plus simple de le faire le matin, assez tôt, c'est là où ça va le mieux. Je me souviens de l'époque où il y avait le confinement, Johan, je faisais l'école, mais je le levais, finalement, à peine plus tard que l'école, et je faisais le travail que le matin, et pareil, avec un rythme précis, quoi. Parce que je me disais, l'après-midi, c'est tranquille, c'est pas la meilleure période, même pour nous, c'est le matin, c'est parfait, quoi. Tout le monde vient de se réveiller. C'est là où les apprentissages y rentrent le mieux. Donc. Et puis après, il y a un côté, vous êtes tranquille, entre guillemets. Si jamais votre visite elle traîne un peu, il n'y a pas le stress de se dire, faut se dépêcher de rentrer parce que l'école. Ouais, c'est ça. Aussi.
C'est vrai que après c'était notre mode de fonctionnement parce qu'on a rencontré d'autres familles, ils avaient pas, il y en a qui travaillaient pas quoi, qui avaient mis le budget à l'année, enfin bref, c'est un autre sujet, mais et du coup c'est vrai qu'ils avaient pas le même rythme quoi, ils pouvaient se lever beaucoup plus tard, ils pouvaient gérer différemment leur journée. Nous c'est parce qu'il y avait tout ça qu'on on s'est mis un rythme, c'est notre façon de fonctionner aussi, mais justement c'est ça qui est intéressant aussi nous c'est pour ça qu'on aime bien faire ce podcast justement, comme on vous disait tout à l'heure, c'est de se rendre compte que on a l'impression qu'il y a un peu une façon de voyager, de faire des tours d'Europe en van life et tout, mais en fait pas du tout quoi. Chaque famille, chaque couple, chaque contexte est différent, donc c'est ça qui est cool aussi. T'as envie de filmer les backstage pour le vlog? C'est pour un petit bout. J'ai une pauvre tête. Là, je regarde de l'autre côté. Et par rapport à votre premier tour d'Europe, parce que là, du coup, le deuxième, vous avez fait que la France et l'Angleterre pour l'instant, et là, vous commencez tout juste l'Écosse. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui vous a le plus marqué dans votre premier tour d'Europe? C'est un peu la question difficile, je pense, parce que quand on a vu autant de trucs en pas longtemps, il y a dû y avoir 1000 anecdotes, mais... Ouais, il y a quand même la Vous avez eu un gros coup de cœur pour quelque chose? Ouais, la Norvège. L'Italie, la Pologne et la Norvège sont les 3 pays, parce que la Pologne, on s'y attendait pas. L'inattendu, en fait. On savait pas trop à quoi s'attendre, et on a vraiment adoré ce pays. On a fait beaucoup de villes parce qu'il faisait froid, donc c'était pas l'époque des randonnées non plus, mais les villes sont vraiment magnifiques, une architecture particulière, des façades. Super accueil, super accueil, bonne. C'est pas cher pour manger, donc hyper agréable. Et la Norvège pour les paysages, on avait des attentes. Mais des fois, quand on a des attentes, on a peur d'être déçu. Et en fait, là, mais pas du tout. On a eu la même en Norvège, on s'est dit, si ça se trouve, on s'est demandé si à un moment donné, ça existait quelque chose de moche là-bas. Au-delà de ce qu'on s'imaginait. Ouais, c'est ça. C'est tellement varié aussi. Ouais, c'est ça. On a cette vision un petit peu des fjords ou des Lofoten, mais au final, il n'y a vraiment pas que ça. Oui, le sud est complètement différent aussi, c'est ça. Et l'Italie, on y était déjà allé, on connaissait un peu, mais on adore toujours l'Italie, l'accueil des Italiens, les différentes régions aussi, parce que entre le nord et le sud, c'est pas pareil. Elle a un côté montagne, côté du sud. Du coup, c'est un pays où on a passé vraiment beaucoup de temps. On a passé 2 mois en 6 ou 7 Italie. semaines, quasiment 8 semaines, presque. Ou presque 2 mois. J'ai pas la notion des... Ouais, quasiment, je pense. Mais on devait aller en Sicile, on l'a pas fait, parce que ça faisait beaucoup de distance finalement. Mais quand même, on a fait le sud. Ça, c'est un autre sujet, mais ça a été pour moi, vraiment, ça a été le plus dur sur le premier voyage, ça a été de faire des choix, quoi. On avait trop de choses. On avait programmé trop de choses. Mais c'est parce qu'on s'est dit, on a le temps de faire énormément de choses. Alors, on a fait énormément de choses. Mais au final, quand on tout s'arrête. passe trop vite. Ouais, c'est ça, quand tu t'arrêtes sur une région, tu vois tellement de trucs à faire, ou la région d'à côté. Au final, les pays, tu les survoles. Tu fais 3 semaines, mais tu restes dans une ou 2 régions. Et encore, tu fais quelques lieux. C'est très frustrant parce que quand tu t'y intéresses vraiment, tu peux faire beaucoup de choses et, voilà, on a dû faire beaucoup de choix. Oui, on a dû faire des choix, quoi. La Sicile, on l'a pas fait. La Tchéquie, on l'a pas fait alors qu'on voulait absolument le faire. Mais il faisait pas super beau déjà, niveau météo, et on s'est dit si on veut faire après la Scandinavie, on peut pas tout faire, quoi. Et la Slovaquie, on l'a traversée juste pour rejoindre la Pologne aussi. C'est vrai que c'est dur, des fois c'est presque un peu boulimique quand tu commences à voyager, on veut tout faire et c'est ça qui fait aussi que des fois on fait tout un peu vite et on se dit mince, en fait on aurait peut-être dû prendre plus notre temps là et c'est ça. Là, on est moins frustrés. On avait prévu l'Irlande et on se dit, on prend vachement de temps ici. Arriver en Irlande, c'est pour le froid et tout, c'est pas la peine, quoi. On profitera pas. Et on accepte mieux de se dire, c'est pas grave, on fait pas l'Irlande, on fait que l'Écosse et l'Angleterre et on se dit, au moins, on prend le temps, quoi. On se met pas de pression. Et on fait peut-être des lieux un peu moins aussi fameux, quoi. Enfin, des fois, on tombe sur des choses au hasard. Glasgow, par exemple. J'avoue qu'on était à 2 doigts de pas forcément visiter Glasgow non plus, mais le fait qu'on se parle sur Instagram et puis qu'on y soit en même temps, on s'est dit quand même ce serait dommage de pas en profiter. Ouais. Et justement, j'allais dire, il y a des gens aussi qui se demandent des fois, est-ce qu'on rencontre des gens quand on est en van ou pas? Et j'imagine que la question doit se poser encore plus avec les enfants. Est-ce que vous arrivez à rencontrer du monde assez facilement sur les spots? Est-ce que vous cherchez à rencontrer? Est-ce que vous cherchez aussi? Ouais, parce que j'allais dire au final. Du coup, grâce à Instagram, en suivant pas mal de familles, comme ça, je pense qu'on a rencontré même pas mal de monde, finalement. Parce que moi, je voyais où ils étaient à chaque fois et tout, et en discutant, on savait quel pays. Et puis après, il y avait des comptes aussi WhatsApp qui se mettaient en place. Ah, ok. WhatsApp sur la Scandinavie, WhatsApp sur les pays Balkans. Et à chaque fois, ça créait des groupes, et c'est comme ça qu'on a connu des gens, finalement, en étant soit dans ces groupes, soit sur Instagram. Alors au début, on n'avait pas vu trop de monde, ou vite fait. Et après, à partir de janvier en Grèce, c'est là qu'on a eu beaucoup de monde. On a fait une partie du voyage avec une famille de la fin de la Grèce, quoi,
jusqu'à la Finlande, sauf que on n'était pas tout le temps ensemble. Des fois, chacun avait ses petits trajets, puis on se retrouvait à un moment donné. Il y a une autre famille après qui nous a rejoint en Pologne et qui a suivi aussi le parcours. Okay, des fois, on était tous les 3 ensemble, des fois par 2, en fonction des choix de chacun. Mais du coup, comme on avait tous 2 enfants en plus à peu près du même âge, ça a fait des super souvenirs pour eux, quoi. On s'est fait des feux de camp en Estonie avant d'aller, je me souviens, en Finlande. Ouais, plein de trucs sympas. Ouais. Par contre, après, voilà, de façon un peu organique, on va dire, on rencontre, il y a des gens sur les spots, des fois, ça arrive, qu'on lit des petites amitiés comme ça, c'est toujours un peu fugace, mais. dire techniquement, nous. Oui, je veux dire, nous, c'était par hasard la première fois. Et puis quand tu voyages finalement dans un pays étranger, dès qu'on voit des Français, je pense qu'on ferait pas en France, du coup, c'est de suite, ah tiens, vous êtes Français, et de suite tu vas discuter aussi plus facilement avec les gens. Le soir, ouais, des fois c'est ça, c'est le truc, ça nous est arrivé plein de fois, quoi, en Grèce. Bon, c'est par Instagram aussi que j'avais discuté avant, mais c'est vrai que ça se fait assez facilement. Il y en a qu'on a gardé contact finalement et qu'on se dit qu'on va les voir là quand on va retraverser la France. Comme en Norvège, eux, ils avaient pas Instagram, mais c'était par le groupe WhatsApp qu'on les a connus. Du coup, on a passé un petit bout de temps avec eux en Norvège sur les Lofoten aussi. Non, du coup, ce qu'on n'a pas trop fait, par contre, c'était plus facile avec des Français, mais voilà, comme on a un niveau d'anglais qui était pas non plus hallucinant, ça c'est un peu moins fait avec d'autres parce qu'il y en avait sur les spots des Allemands, des Hollandais, tout ça. Donc voilà, ça c'est un peu moins fait. Bon, il y a toujours, toi c'est toujours cordial et tout ça, c'est toujours sympa, moins proche, quoi, on va dire. J'avoue que le podcast en anglais, on n'est pas encore prêt, mais peut-être un jour. Je dis que ça pourrait être intéressant. Un bon exercice. Tout à l'heure au brunch, on a fait répéter 3 fois la serveuse pour toutes les phrases qu'elle nous disait. Je pense qu'on n'est pas prêt encore. L'accent écossais nous excuse un peu, mais bon. Et pareil, les locaux, voilà, on en a rencontré quelques-uns, mais voilà, c'est pas si simple non plus parce qu'on dort toujours dans des lieux un peu excentrés. Oui. Et au final, on est juste en visite dans les villes comme des touristes. Enfin, on est des touristes de toute façon, mais voilà, on est juste de passage et c'est un peu compliqué. Bon, à part c'est des situations un peu particulières, on a rencontré des gens, mais. Après, vous aviez eu une anecdote avec des locaux. C'est quoi la panne que vous nous racontiez tout à l'heure C'est ça, ouais, avec le monsieur qui était venu avec le dépanneur. Mr. Fox. Ouais, c'est ça qui s'appelait comme ça, ouais. Qui avait 70, 75 ans, quelque chose comme ça, mais qui nous a retrouvés au garage le lendemain et qui nous a amenés dans sa voiture, fait le tour du village, enfin même pas du village, quoi. Au début, le tour du village, il nous a offert le café, le chocolat, tout. Il voulait nous offrir le déjeuner au début, on a dit non, c'est bon, on a déjeuné, y a pas de souci, on est un peu mal à l'aise quand même. Puis il nous a fait faire le tour des environs en voiture, quoi. Il nous a montré les montagnes, on voyait les montagnes de la Hongrie et tout. Puis invité au restaurant le midi aussi, carrément, quoi. Ouais, tu sentais qu'il voulait nous faire plaisir. Ouais, c'est ça. Il était super content de voir. Il a senti qu'on était un peu, pas dans une super situation. Il a vraiment voulu nous faire plaisir. Il a voulu surcompenser la tristesse de la panne en vous faisant découvrir sa belle région. On était contents finalement d'avoir rencontré, d'avoir vécu cette expérience avec nous. C'est ça. Lui, pareil, il avait un débit en anglais hallucinant. Bien anglais, oui. Oui, parce que sa femme était anglaise. Oui, c'est ça. Mais même dans tous ces pays, tous les pays d'Europe de l'Est, ils parlent vraiment bien anglais, quoi, par rapport à nous en France. C'est un peu frustrant d'ailleurs parce que c'est pour ça aussi d'ailleurs moi je fais une formation aussi en anglais pour rehausser un petit peu mon niveau parce que des fois t'as envie d'aller un peu plus loin avec les gens, il y a des situations où tu sens que tu peux aller un peu plus loin, mais la langue fait que tu restes sur des trucs basiques parce que moi j'ai un peu du mal à suivre au final à un moment donné. Et les enfants ils parlent un peu anglais ou pas trop pour l'instant parce qu'après ils sont encore c'est pas encore bon après c'est forcément quand t'es enfant tu vois avec tes parents c'est les parents qui parlent quoi. Et c'est pas à part vraiment s'ils ont des situations où ils rencontrent d'autres copains anglais. Alors, on a essayé de les mettre, on les a mis tous les deux à Duolingo pour qu'ils se mettent un peu plus à l'anglais, mais Joanne, il a préféré l'italien que l'anglais. Donc... En même temps, faut croire que lui aussi, du coup, il a aimé ses 2 mois en Italie. C'est ça. Ah oui. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échos, il y a eu de tout et de rien sur l'Italie. Il y en a qui ont beaucoup de craintes par rapport à la sécurité et tout ça, et nous, on n'a jamais eu de soucis, tout s'est très bien passé. Peut-être la saison aussi qui joue, vous êtes allé en hiver, je crois, si je dis pas de bêtises, en Italie. Oui, c'est plutôt ça, on était, en automne pour les Dolomites, c'était plus octobre, et après c'était novembre et décembre, Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé sur le voyage, c'était qu'on allait faire des sites, forcément, des fois très connus, hors saison, et c'était génial, quoi. Par exemple, l'Acropole à Athènes, il y avait personne.
On s'est caillé, mais il y avait personne. On a eu plus froid que là, quoi. C'était un jour, il faisait hyper froid. Non, il y avait moins une dizaine de personnes sur l'Acropole, quoi. Bon, peut-être un peu plus, non, je dirais. Ouais, bon, c'était pas plein. C'est clair qu'on a vu récemment une vidéo, ils montraient l'Acropole en été, mais ça nous a marqué. On a dit, mais c'est horrible, quoi. Pas du tout la même expérience. Ils étaient tous les uns sur les autres, il fallait réserver sa place. Et là, tu te dis, non, c'était pas ça qu'on a vu, nous. C'est aussi l'avantage, du coup, de se dire, on a un an pour partir, de ce qu'elle est les trucs un peu plus tranquilles aussi. Peut-être que vous le faites aussi, mais je sais que nous, typiquement, on a tendance à chercher un peu à s'arrêter à des endroits, en fait, si on sait que potentiellement il va pas y avoir trop de monde. Si la saison depuis qu'on est en fourgon, on cherche un peu à éviter les grosses influences de population. C'est ça, ou même aller tôt le matin sur des sites. Nous, des fois, on se lève, on y va tôt, quoi. Sinon, on sait que ça va pas être possible. Mais quand même, il y a des villes qu'on a fait comme Rome où il y a du monde, il y a moins de monde que l'été. C'est vrai qu'on n'a pas fait la queue pour visiter des lieux, on a pu prendre sur place les tickets, mais il y avait quand même du monde, quoi. Donc on se dit comment c'est l'été, quoi. Avec la chaleur en plus. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est comme Édimbourg, hein. Ça nous a surpris qu'il y ait autant de monde. À Édimbourg, oui. Ouais, c'est pour ça, nous, on va attendre fin septembre, début octobre, peut-être, pour faire Édimbourg. On vous dira s'il y avait moins de monde ou pas. Pour finir, si vous avez un conseil ou 2-3 conseils peut-être à des parents aussi qui aimeraient partir avec leurs enfants. Avec le recul, hein, mais c'est plus simple que ce qu'on s'était imaginé. Tout, hein, l'organisation, la préparation et tout ça. Alors ça se fait pas à la légère. Je pense qu'il faut le prévoir en amont sur 1 ou 2 ans, surtout avec les enfants, parce qu'il y a l'histoire de l'école. Il faut tout préparer. Mais finalement, ça a été plus simple que prévu. Oui, puis les enfants s'adaptent à tout en fait. Oui. S'adaptent plus vite que nous. Parce que même eux, ne serait-ce que le retour, pour eux, tout était normal, quoi. Tout s'est vite fait. Nous, on était plutôt en mode déprimé. C'est le retour, on peut pas être là. Alors que les enfants, pour eux, tout est fait. Ils ont une facilité d'adaptation à tout, en fait. Ouais, que ça doit rassurer aussi en tant que parent, du coup, j'imagine. C'est ça, ils arrivent facilement. Et puis, je trouve que niveau social, parce que souvent, la peur des familles, ce qu'on nous demande souvent, c'est le côté social. Vos enfants, après, le côté social, tout ça. Justement, en fait, quand on croise des familles, ils allaient plus vite parler aux autres enfants. Je vois Johan qui est plutôt réservé. Je trouve que maintenant, il va beaucoup plus facilement vers les autres. Il est beaucoup plus à l'aise, quoi. Ouais, ça l'a ouvert. Socialement, ça l'a ouvert. Et je pense que du coup, le côté social, non, c'est pas un manque, quoi. Ils voient d'autres enfants de temps en temps, ils arrivent, c'est pas bloquant, quoi. Et je sais que c'est la peur de beaucoup de familles, quoi. S'il y a pas l'école, il y a pas le social, mais non, finalement, on peut trouver des moments. Il y a pas mal de réseaux, d'ailleurs, sur Facebook, il y a les fameux réseaux WhatsApp, mais sur Facebook, il y a beaucoup de groupes de familles qui sont en instruction en famille, ou par lieu, les voyages en camping-car dans telle zone, etc. Ouais, c'est bon à savoir. C'est vrai qu'on suit moins, forcément, on suit moins de familles que vous, j'imagine, mais en effet, on a vu pas mal de parents qui étaient rassurants là-dessus, en effet, quoi, de se dire, c'est pas parce qu'on est en fourgon que nos enfants, ils voient jamais personne et que... Nous, notre fourgon, c'est comme un camping-car, on a une vie un peu normale, quoi, on fait à manger, on n'est pas des Robinson Crusoe, quoi. Alors, des fois, il y a un peu cette image de se dire, il va être débrouillard dans la nature et tout ça. Alors, oui, mais pas plus que les autres, quoi. On vit pas dans la nature, quoi. Comment vous trouvez vos spots? Ouais, voilà, du coup. C'est vraiment l'application Park Fortnite qui nous aide vraiment à trouver les spots. Alors, ça a pu arriver des fois par hasard, mais c'est quand même rare. En cas d'urgence. Voilà, c'est ça. Mais en général, vraiment, on suit vraiment Park Fortnite. C'est surtout que finalement, toi, tu conduis, parce que moi, je conduis. Voilà. Et moi, je gère vraiment tout le parcours, en fonction de la météo, des lieux à visiter, etc., ou dormir. C'est plus moi qui regarde tout ça. Et on gagne tellement en termes d'énergie, en fait, avoir cette application et pouvoir dire, là, c'est bien. Puis des fois, après, quand je vois que c'est galère ou des villes, des fois, je demande aussi sur Instagram s'il y a des gens en story, s'il y a des gens qui connaissent des lieux ou où c'est pratique de se garer, etc. Parce que c'est les villes où c'est plus casse-tête au final, parce qu'il y a une multitude de parkings et on sait pas trop, des fois, lequel choisir, lequel est mieux, lequel... Des fois, faut demander à la police. Hein. Ça, le vécu. Ouais, pour si vous voulez la petite anecdote à Liverpool, comment la police nous a indiqué un spot pour dormir la nuit, n'hésitez pas à aller voir notre vlog qui s'appellera sûrement on s'est fait arrêter par la police à Liverpool ou une histoire comme ça. Vous verrez ça par là-bas sur YouTube. Et oui, on fait notre auto-promo un peu quand même. Il faut. Alors par contre, par rapport à ça, aujourd'hui vraiment avec Internet sur le téléphone, ça change vraiment tout. De ouf, ouais. Et le voyage serait totalement différent en termes d'énergie, de trucs. Non, mais c'est clair. En plus, par Fortnite, tu payes rien finalement pour le truc annuel et t'as tout, quoi. L'eau,
C'est ça, gaz, essence, tu sais où trouver tout, quoi. Une laverie. Oui, c'est vrai que c'est vraiment pas cher, l'abonnement. C'est hyper pratique, quoi, pour tout, quoi. Et pas que ça, enfin, on a une petite appli aussi pour les randos. Oui, on a pareil. Google Maps au GPS. Enfin, on a plein de petites applis spécialisées, on va dire, qui font que le voyage est totalement, ça, c'est au niveau énergie. Ah oui. Ça aide énormément, quoi. Ouais. J'avoue qu'il faudrait trop que je fasse un podcast avec mes grands-parents à l'occasion pour savoir comment vous faisiez, vous, en camping-car sans Internet. Il y a aussi, je crois, pas mal d'air camping-car qui sont référencés. Oui, c'est vrai qu'ils faisaient ça, je crois. Alors, je sais pas si c'est pas dans des espaces annuaires ou ce genre de choses. Oui, c'est vrai. C'est les airs, quoi. Mais c'est ça. Oui. C'est pas les parkings comme ça. Voilà, c'est ça. J'allais dire, à l'époque, ils dormaient beaucoup sur des petites places de village, mes grands-parents aussi. Et aujourd'hui, apparemment, c'est ça. Et justement, vu que eux, ils sont en camping-car, et ils disaient qu'aujourd'hui, il y a plein de petites places de village où t'as les panneaux d'interdiction, les barrières de hauteur, et tu peux moins facilement aussi qu'avant t'arrêter n'importe où, quoi. Voilà. On s'en sort quand même pas trop mal, finalement. L'Angleterre, on nous avait dit ça va être galère et tout ça. Pas tant que ça. Et finalement, on s'est toujours débrouillé. C'est dire que c'est pas des spots de fou avec la grande vue et tout, mais des fois en bord de route ou même on trouve même à côté de petits parcs, tout ça, des spots même gratuits des fois ou peu chers. Mais gratuits la nuit des fois. Non, on n'a jamais payé. Pour le parc, mais c'est ça. C'est plus quand on va visiter, on paye le parking du village, des choses comme ça. De toute façon, on peut pas dormir souvent. Mais sinon, pour dormir, c'est vrai qu'on a toujours trouvé gratuitement. Même dans les villes, je suis étonnée. C'est-à-dire, à Édimbourg, on n'a pas payé pour dormir, ni pour visiter. Liverpool, c'est pareil, on s'est trouvé un parking gratuit. Souvent, on évite les parkings gratuits dans les villes, on se méfie parce qu'on se dit, des fois, c'est pas les mieux notés. Et finalement, là, non, c'était très bien noté, on sentait que c'était sécurisé. Je pense qu'il y aura encore 1000 questions potentielles, mais je pense que là, ça va déjà... On verra à l'occasion. J'ai déjà avoir du taf au montage. D'une prochaine rencontre. Oui, au pire, s'il y a d'autres questions, on se recroisera. Dites-nous éventuellement où est-ce que vous voulez que les gens vous retrouvent. Oui, sur Instagram, sur Road for Adventure avec le Fort 54. Et on mettra de toute façon les liens en barre de description. Merci à vous pour cet accueil chez vous. Franchement, on était trop bien installés là. On oublierait presque où on est. Petit thé, petit café, écoutez, c'était cool. Parfait. C'est la première fois que vous faisiez un podcast? Oui. Ça va, pas trop bizarre? Ça va. C'était naturel. Ouais, je vous ai senti à l'aise quand même. On était chez nous. Ouais, peut-être que c'est ça l'astuce. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner ou à nous mettre une bonne évaluation ou un petit mot selon la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Ça fait toujours plaisir de vous lire et ça aide aussi grandement à développer ce podcast. Et si tu veux en savoir plus sur nos petites aventures, n'hésite pas à nous rejoindre également sur nos autres plateformes, YouTube, Instagram, mais aussi Patreon pour nous soutenir davantage et pour du contenu exclusif. À bientôt pour une nouvelle guimauve à partager.